Donc le titre de ce live, c'est Leader et stratégie. Donc on va encore continuer sur notre IA. Et l'objectif, donc, ça va être de présenter l'utilisation du lidar et d'avancer un petit peu sur notre stratégie, notamment des objectifs. Du coup, on va vite passer à la vue écran et on va se lancer. Alors, hop, ça c'est notre main. Il n'a pas changé, on s'en souvient. On retrouve nos bases. Ce que j'ai fait depuis la dernière fois, parce que oui, j'ai codé en dehors du live, je ne me tenais plus. Il fallait que je code. Euh... Clairement, je ne cause pas avec les viewers les plus sérieux. Bah, c'est pas grave, au moins il y a de l'ambiance. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un lidar. Donc j'ai un lidar dans mon robot. Et c'est un lidar qui fonctionne par port série USB. Et donc j'ai implémenté en dehors du live la classe qui interprète les paquets de ce lidar. Donc elle est là, on peut la regarder rapidement si vous voulez. Ce qu'on peut voir, c'est que ça utilise un paquet NPM qui existe qui s'appelle Serial Port. Mais qu'est-ce qu'un lidar, Jamy? Eh bien, qu'est-ce qu'un lidar? Cliquons. Cliquons présentement. Donc mon lidar, c'est celui-là. Ça tourne, il y a un télémètre laser dessus, et ça mesure du coup la distance aux différents objets autour de lui. Donc si le lidar est dans une boîte carrée, imaginons, il mesurera des distances à chaque bord. Du coup, on verra un carré se former avec les rayons du lidar. S'il est dans un cylindre, bah, toutes les mesures seront les mêmes, s'il est au centre du cylindre. Et ça tire du coup des rayons laser. Ça tire des rayons laser qui lui reviennent. Il mesure la distance et il fait ça quelques fois par degré. Donc je crois que celui-là fait ça 2 fois par degré à peu près. Ça dépend de la fréquence de chaque lidar. Et il envoie tout ça avec un petit protocole particulier sur le port série. Donc la classe qui est ici, elle instancie le port série avec quelques paramètres au niveau du lidar. Donc là, on voit que pour débugger, j'ai mis le port com en dur. C'était le port com 4. Pourquoi pas. Il y a une petite fonction pour l'initialiser. Ça ouvre le port série. Une petite fonction pour l'arrêter. Ça ferme le port série, tout simplement. Et ça attend qu'il se ferme aussi. Et ensuite, on a les quelques lignes qui gèrent le protocole. Donc ça va être principalement dans la fonction onData. À chaque fois que un byte arrive sur le port série, cette fonction est appelée. Et du coup, cette fonction va servir de machine à état. Donc tout d'abord, elle va attendre un début de paquet. Elle va attendre de recevoir le 0xAA. Et ensuite, elle va avoir une machine à état qui va avancer du cas numéro 0 jusqu'au cas numéro 9. C'est ça. Et à chaque fois, ben, ça va être une nouvelle partie du paquet qui va être lue. Donc tout ça, ça va représenter l'entête. Entre autres, ça contient l'angle de début et l'angle de fin dans lequel vont être comprises toutes les valeurs qui vont être envoyées dans ce paquet. Et une fois qu'on a tout ça, il y a un checksum qui circule tout du long, qui permet de vérifier la validité de la donnée. Et ensuite, là, on a les vraies mesures qui apparaissent. Donc ça, c'est le protocole du lidar. C'est pas très intéressant de plonger dedans. Mais c'est intéressant de l'avoir parce que du coup, on se retrouve avec une variable en sortie de cette classe qui est un tableau qui contient des mesures à des angles donnés. Et avec ça, du coup, selon le sens de déplacement du robot, eh ben on va pouvoir dire si oui ou non il y a une collision qui va se passer. Donc je vais afficher l'interface. L'interface du robot, elle est ici. Hop, on reload l'IA. Et là, on peut déjà voir qu'il y a des trucs. Alors, on va essayer d'afficher
cette carte en plus gros. Hop. Voilà. Pas mal gros là. Donc du coup, sur cette carte, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a le robot ici, c'est le cercle, avec un petit trait blanc. Le trait blanc, ce qu'il indique, c'est l'avant du robot. Et ensuite, on voit qu'il y a une sorte de demi-cercle ici. Je vais le lancer un petit peu, voilà. On va le voir mieux, non. Je vais attendre un petit peu qu'il se déplace, qu'il soit dans un endroit plus libre, où on verra bien. Hop, nickel. Donc là, on voit, par exemple, que le robot est ici, il est orienté vers la droite, vers le centre de la table, et il a ces deux arcs de cercle, un vert, un rouge, un peu en transparence, qui ne sont pas alignés avec l'avant du robot. Par contre, on peut rapidement remarquer qu'ils sont alignés avec la ligne qu'a formée le robot. En fait, le robot que je vais utiliser cette année à la coupe, c'est pas un robot qui avance forcément tout droit ou en arrière. C'est-à-dire qu'il est holonome, donc même si le robot est orienté dans une direction, il pourra se déplacer dans toutes les directions en diagonale. Il y a 3 roues, des roues holonomes, qui sont faites pour pouvoir générer ces déplacements-là. Donc dans notre cas, le sens de déplacement du robot, et donc le sens qui nous intéresse pour les collisions, n'est pas forcément égal à l'orientation même du robot. Donc pour avoir cet angle, il a fallu faire une petite mise à jour de la façon dont on fait nos déplacements. Donc pour ça, on peut regarder dans la classe robot. Qu'est-ce qu'on a fait dans la classe robot? Alors, tout ça on connaît, move to component. Voilà. Move to component, ça trouve un des composants qui est sur la carte, et ça ressort de sa zone d'accès la position XY et l'angle à laquelle il doit se rendre. Donc on voit que pour ça, il appelle move to position, avec en paramètre le XY, l'angle et la vitesse à laquelle il doit aller. Parfait. Move to position, ça prend les paramètres que ça vient de lui donner, ça recherche le chemin. Si ça n'a pas trouvé le chemin, ça retourne, ça dit que ça n'a pas marché. Et dans le cas contraire, ça simule un chemin. Parce qu'actuellement, on n'a pas la base roulante de vraiment connecter au robot. Donc, on va juste simuler le déplacement au lieu d'en faire un vrai. À quoi ressemble Simulate Path? Donc, on saute jusqu'à Simulate Path. Simulate Path, ça va prendre en entrée du coup le path et la position finale à laquelle veut se rendre le robot. Et ce que ça va faire, c'est tout d'abord, ça va parcourir les différentes lignes droites qu'il y a à faire dans notre chemin. Avant de lancer un déplacement, ça va checker si c'est possible de se déplacer. Ça signifie, est-ce qu'il y a un robot en face de moi qui va m'empêcher de me déplacer? Vaut mieux le faire avant que le mouvement commence, comme ça on n'a pas un robot qui se rapproche petit à petit et qui s'arrête. On a un robot qui ne commence pas à avancer parce qu'il voit déjà qu'il y a un obstacle. Donc if movement possible, ça va checker ça. Ensuite, ça appelle le simulate movement, qui lui va juste se charger de simuler une ligne droite. Donc là, on a déjà la décomposition entre un path, qui est une liste de lignes, et juste un mouvement, qui est la ligne droite. Donc du coup, pour simuler un mouvement, on lui donne la position XY, l'angle et la vitesse à laquelle on doit se rendre. Donc c'est ce qu'on a juste au-dessus. Ça, c'est là où il veut aller. Ça, c'est des variables dans le robot qui sont déjà sa position actuelle. Il fait des petits calculs pour simuler la chose comme il faut. Et il va faire un truc qui est assez important. Dans sa boucle qui simule le mouvement à la bonne vitesse, il va faire un update position. Alors cette fonction, elle n'existait pas lors du dernier live.
Et ce qu'elle va faire, c'est tout simplement mettre à jour les variables this.x, this.y, this.angle qu'on a dans notre robot. Mais ça va aussi faire un petit truc en plus, c'est que ça va calculer la vitesse effective du robot par rapport à la fréquence où update position est appelée et aux coordonnées qui lui sont données. Ça va aussi calculer sa vitesse angulaire, à quelle vitesse il est en train de tourner sur lui-même. Et enfin, position, distance, voilà. Et enfin, ça va calculer l'angle auquel se déplace le robot. Donc ça va pas le demander à la base roulante ou quoi que ce soit. C'est par rapport aux successions de coordonnées x, y qui sont données dans cette fonction qu'on va avoir le petit calcul qui fait intervenir de la trigonométrie classique, où on va avoir le sens effectif de déplacement du robot donné par les différents points x, y que reçoit cette fonction. Donc avec ça, on a movement path, qui est une liste de mouvements, qui appelle la simulation de chaque ligne de ce path. Et enfin, à chaque fois que la simulation met à jour la position du robot, ça appelle update position, qui lui fait tous les calculs de où est-ce que je suis, à quelle vitesse je me déplace, à quel angle je me déplace, et quelle est ma vitesse angulaire sur moi-même. Et avec tout ça, eh ben, on va pouvoir afficher ici sur l'interface ces informations-là. Donc là, j'ai affiché son angle de déplacement, qui n'est pas égal à l'angle du robot. Et au niveau de cet angle de déplacement, on voit qu'il y a du coup deux cônes, deux arcs de cercle qui ont été tracés. Ils n'ont pas de la même taille, il y en a un vert et un rouge. Ils ont une signification différente. Le vert, ça va détecter quand il y a... c'est-à-dire quand une mesure du lidar détectera un objet dans la zone verte, le robot va ralentir. Il ne va pas s'arrêter, il va juste bouger moins vite. Donc imaginons qu'il longe quelque chose, il irait juste plus lentement. Par contre, quand c'est dans la zone rouge, là, le robot s'arrête. Et du coup, quand le lidar nous donne ces données, ça va changer le comportement du robot parce qu'on va interrompre des déplacements et du coup résoudre l'objectif comme n'ayant pas été un succès. Donc si l'objectif est raté, notre algo, notre intelligence, elle va juste tourner sur les autres objectifs, voir ce qu'il peut faire. Donc avec ce mécanisme, on a déjà quelque chose qui, lorsqu'il y a une collision, qui est un événement imprévu mais détecté, le robot va de lui-même faire autre chose. Donc là, je vais brancher le lidar et on va voir comment ça se comporte. Hop. Donc pour activer le lidar, je vais juste décommenter cette ligne qui l'instancie. Hop. Et on va relancer notre IA. Donc là, on voit qu'il y a 2-3 lignes un petit peu perdues partout. Nous, ce qu'on va faire, c'est mettre un outil de debug exceptionnellement complexe, qui est un couvercle en carton. Et ce couvercle en carton, on va juste le déposer au-dessus du robot, de sorte que les bords atteignent le lidar, enfin, qu'ils soient détectés par le lidar. Je peux vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Ici, on a le lidar dans le robot. On met la petite boîte dessus. Et on voit que si je tourne la boîte, les mesures qui apparaissent sur le lidar changent aussi. Si je mets juste quelque chose devant, plus ou moins loin, ça va apparaître. On voit que si je fais ça, il y a très peu de rayons du lidar qui sont affichés. Ça, la raison, c'est parce que lorsqu'on tire un rayon et qu'il est mesuré en dehors de la table, il est retiré. On n'a pas besoin de s'en occuper, on sait qu'un rayon qui mesure quelque chose en dehors de la table, ça vaut pas le coup.
Comment on fait ça? Eh bien, tout simplement, on a la position du robot, donc la position du lidar. On fait le petit calcul trigonométrique avec l'angle et la distance du rayon pour savoir la position XY à laquelle il atterrit. Si c'est en dehors des limites de la table, on ignore. Il y a même une petite sécurité liée à la probable imprécision de la position du robot. Si c'est à 5 cm à l'intérieur du terrain, étant donné qu'il n'y a pas de robot, ou tout du moins que la plupart des robots ne font pas 5 cm d'épaisseur, on ignore l'obstacle. Comme ça, on n'a pas le danger d'avoir une petite imprécision sur une mesure et d'avoir le robot qui s'arrête alors que c'est juste un élément normal. Et ensuite, on voit que même si ça n'atterrit pas en dehors de la table, c'est enlevé tout simplement parce qu'à une certaine distance du robot, ça vaut plus le coup de mesurer. Donc là, on voit que à cette distance-là, on enlève les rayons. Donc là, je suis peut-être à 80, 70 cm du robot, quelque chose comme ça. En tout cas, du lidar. Et du coup, là par exemple, j'ai des rayons qui sont dans la zone verte. C'est-à-dire que le robot se déplacera lentement. Et si c'est dans la zone rouge, le robot s'arrête. Donc on peut essayer de voir si ça marche. Je vais lancer le match et je vais rapprocher le couvercle en carton du robot jusqu'à ce qu'il s'arrête. Hop. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je laisse le carton devant le robot, et on voit qu'il fait apparaître sur la carte un rond. Ce rond, il a une durée de vie déterminée. C'est-à-dire qu'il n'existera sur la carte que pendant 3 secondes. Et pendant ces 3 secondes, eh ben, si on essaie de faire un autre objectif, étant donné qu'il y a un élément en plus sur la carte, eh ben, le pathfinding le prendra en compte comme tous les autres éléments et essaiera de l'éviter. C'est pour ça qu'on voit qu'il essaie de calculer des chemins vers d'autres objectifs qu'il a en tête, mais vu qu'à chaque fois je lui montre quelque chose face à lui, il n'arrive pas à se déplacer. Donc je vais lui enlever son obstacle, et là on va voir que le robot va commencer à pouvoir aller faire ce qu'il veut sur la table. Hop. Obstacle. Le robot s'arrête. Et là, il est allé faire quelque chose qui est pas dans le même sens. Il s'est déplacé d'une autre façon de son côté droit. Et vu que moi, mon obstacle, je le mettais en face, eh ben, il n'avait pas de problème pour se déplacer sur le côté droit. Et du coup, il a réussi à aller jusqu'à la manche à air, malgré le fait qu'il avait un obstacle. Donc là, quelque chose de ce côté-là, ça ne le gêne pas. Alors, faut savoir qu'il détecte aussi le rideau, qui est juste là, et qui est un peu proche du robot. Et il me détecte moi également, assez souvent. Mais on peut voir par exemple un truc assez intéressant dans son comportement. Hop. Ouais, là, il détecte toujours, hop, ce qui est derrière lui, comme étant un obstacle, c'est pas le cas. Et du coup, on va avoir des comportements assez sympathiques. Donc là, je vais lui remettre ça sur la tête. Ça va nous faire un beau carré au niveau du lidar. Et par exemple, de la façon dont on a codé nos objectifs, s'il a des gobelets à l'intérieur du robot, eh ben on a 2 objectifs qui sont possibles lorsqu'on a des gobelets dans le robot. C'est aller les déposer dans le port qui est en bas et aller les déposer dans la zone de départ. Et ce qui se passera, c'est que le robot, s'il a un obstacle lorsqu'il va essayer d'aller déposer dans ce port-là, par exemple, eh ben, automatiquement, notre système d'objectifs va se rendre compte que l'action déposée en zone de départ est aussi possible. Et du coup, on va avoir un comportement qui, automatiquement, s'il n'arrive pas à aller dans le petit port, il va aller dans la zone de départ.
et ce indéfiniment, jusqu'à ce que une des deux actions arrive à se résoudre. Alors, il y a Kamikaze qui demande, du coup, quand tu calcules ton chemin, tu prends pas en compte les robots derrière toi. Je prends en compte tous les robots que j'ai détectés sur la table. Les robots que je détecte sur la table ont une durée d'existence de 3 secondes. Après 3 secondes, le robot est enlevé de la table, et avant de faire un mouvement, de toute façon, je lance une détection if movement possible, et c'est cette fonction-là qui, en plus de retourner vrai ou faux, est-ce que le mouvement est possible, va mettre à jour la carte en détectant les éventuels robots. Donc du coup, même si pendant plus de 3 secondes, un robot me gêne, et ben en fait, à chaque fois que je réessayerai de faire le mouvement, le robot sera détecté. Donc, du moment que j'essaie de me diriger quelque part où il y a un robot, ou tout du moins que le leader mesure quelque chose, je suis sûr que is movement possible ne va pas me retourner succès. Et du coup, mon mouvement sera annulé, mon objectif également, et il essaiera d'en faire d'autres. Ainsi de suite. Du coup, si, quelle que soit la position du robot, c'est pris en compte, car c'est sur la carte. Par contre, si je me déplace, si je vais dans le sens opposé au robot qui est sur la table, eh ben, ça ne me gênera pas lors de mon déplacement. Si je vais dans le même sens, mon pathfinding va me dire contourne-le, et le fait de le contourner va faire que j'aurai un sens de mouvement qui ne sera pas celui du robot. Imaginons que j'ai un cercle là, mon robot il est coincé ici, et ben pour le contourner, il va se déplacer dans ce sens-là, le robot. Et dans ce sens-là, si on regarde le cône, qui est plus petit que 90 degrés, hein, et ben il ne détecte pas le robot, donc il va réussir à se déplacer et à le contourner comme ça, sans que ça rentre dans les cônes. Et sans qu'il y ait collision. Donc là, je relance le match. Là, forcément, ça détecte des robots partout. J'enlève toute forme de collision. Hop. Là, il y a une collision. Ça replanifie. Et ça va voir ce que ça arrive à faire. Donc là, je le mets par exemple de ce côté-là du robot. Je vais le mettre du côté droit. Là, par exemple, le robot, il se sent bien bloqué. Et si je mets un obstacle devant lui, étant donné que son sens de déplacement, c'est pas devant lui, hop, il devrait réussir à repartir. Le truc qui est pas pratique, c'est que je fais une simulation. Et du coup, le robot virtuel tourne, mais moi je tourne pas l'obstacle en même temps que le robot virtuel tourne. Du coup, la mesure, elle n'est pas cohérente en simulation. En plus, il me détecte moi. C'est-à-dire que si je mets un obstacle, eh ben, il sera fixe par rapport au robot, cet obstacle. Or, ça, c'est pas la réalité. Donc là, le robot se déplace. Un obstacle de ce côté-là, pas de souci, il va faire un objectif autre part. Un obstacle de ce côté-là, il se redirige vers un autre objectif. Toujours du même côté, ça ne le gêne pas. Ça ne le gêne pas. Là, il y a des chances que ça le gêne. Là, par exemple, il ne lui reste plus qu'un objectif à pouvoir accomplir. Et il est bloqué par un robot. On peut aller regarder ce qui se passe. Il y a pas mal d'objectifs dans lesquels on l'a gêné, donc qui apparaissent au moins partiellement en rouge. Hop. Si on remet la bonne taille, on a l'information de pourquoi est-ce que le robot est arrêté. Et ben en fait, le temps de match s'est écoulé.
On a fait un score de 0, ce qui est bien dommage. Donc là, vous avez le fonctionnement du lidar. C'est très simple. On a un tableau avec les différents angles des mesures. On a le sens de déplacement du robot. Et quand on détecte qu'il y a des rayons du lidar alignés avec le sens de déplacement du robot, alignés avec comme marge le cône, enfin les deux cônes, et ben on fait l'action correspondante au cône qu'on a détecté. Si c'est dans le cône vert, on commence juste par ralentir. Si c'est dans le cône rouge, alors on s'arrête. Donc ça c'est vachement pratique. On a le lidar qui fonctionne. Là je vais le débrancher et le recommenter pour l'instant. Hop. On recharge, on relance, et là on a le robot qui tourne juste avec la théorie, sans le lidar. Et là du coup ce qui va nous intéresser, c'est de mettre à jour la façon dont on résout nos conditions d'objectif. Alors, hop, ça c'est un peu petit. Hop, voilà. Donc on va repasser sur la vue écran seul. Hop, on va arrêter ce match. Et on va aller s'intéresser à la façon dont on a écrit nos objectifs et les conditions des objectifs. Donc c'est un fichier JavaScript dans lequel on a mis une liste avec des objectifs dedans qui ont un nom, des conditions, c'est ce qui va nous intéresser, un nombre maximal d'exécution de cet objectif. Donc les one-shots seront à 1, ceux qui peuvent être, je sais pas, exécutés plusieurs fois, comme la dépose dans une zone, aura un chiffre plus élevé. Et enfin, on a le tableau des actions, qui ont des noms, la méthode qu'il faut exécuter, et qui prend quelques paramètres. Ou qui n'en prend pas d'ailleurs. Donc c'est un bon exemple celle-ci. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les conditions. Donc jusqu'à maintenant, on s'était dit, un petit peu à l'image de l'ancienne IA qu'on avait en Python, bah, dans notre fichier d'objectif, on va mettre une description de conditions, et après on va essayer de les résoudre dans le code. Sauf que ça, c'était valable quand on avait un fichier de type XML ou de type JSON, par exemple, qui n'a pas de logique à l'intérieur et qu'on est obligé d'interpréter par la suite. Là, on a l'avantage d'être directement dans un fichier JavaScript. Ce qui veut dire que d'écrire des conditions, c'est bien. Derrière, il faut réussir à les interpréter. C'est ce qu'on avait fait dans la classe robot. Si on remonte, hop, c'était même dans la classe intelligence, pardon. Run match, et ici on avait mis toute une boucle, voilà, juste là, dédiée à la résolution des objectifs, à la lecture des conditions, résolution du nom de la variable, résolution de l'opérateur, et on faisait la comparaison qui était demandée. Ça c'est bien, mais déjà ça impose de faire un code qui sait les interpréter, et surtout, c'est pas si flexible que ça. Ou alors, si on veut que ce soit flexible, il faut créer une grande quantité de surcharge de ce format dans les conditions. Par exemple, si on veut faire des ou des et, c'est un petit peu compliqué avec un tableau de conditions. Donc ce qu'on va faire, c'est remplacer notre tableau de conditions par une fonction, directement. Et cette fonction, elle va faire son travail en interne, et elle va juste nous retourner vrai ou faux, est-ce que je peux m'exécuter. Donc on voit que dans les objectifs, on a déjà accès à app. Et app, c'est super parce que ça contient tous les objets de notre IA. On a l'intelligence, on a la carte, on a le robot, on a le lidar, on a tout. On a dispo tous les éléments qui sont dans notre IA. Et du coup,
par exemple, là, on va essayer comme ça de le créer à la main. Donc, on va même faire une fonction plus rapide. Hop. Et cette fonction doit retourner vrai ou faux. Donc on va la faire retourner true par défaut à la fin. Et au-dessus, on va mettre toutes les conditions qui peuvent la mettre en échec, par exemple. Et vu qu'on est dans une fonction et qu'on écrit du code, eh ben on a bien plus de liberté. Par exemple, pour reproduire cette condition-là, est-ce que cette variable-là n'est pas égale à 0? Eh ben on va pouvoir accéder à this.app. Les variables, elles sont où? Elles sont dans l'objet robot. Dans l'objet robot, j'ai variables. Donc this.app.robot.variable. On va accéder à la variable qui s'appelle boyStorageFrontA. OK. Et la condition qu'on veut, c'est qu'elle ne soit pas égale à 0. Donc on l'écrit tout simplement. Et on met ça dans un if. Sauf que là, on a inversé notre logique. On ne veut pas que tout ça, que ça soit vrai. On veut que ça... C'était pas clair, j'ai l'impression. Donc là, on voulait que ça soit respecté. Que boyFrontA ne soit pas égal à 0. Sauf que là, on retourne true par défaut. Donc on va vouloir inverser cette logique-là, car on va chercher les cas qui vont empêcher la réalisation de l'action. Donc là, dans le cas où on n'a pas de bouée dans notre stockage, on refuse l'action. Donc on peut supprimer ça. Maintenant, notre condition, au lieu que ce soit un tableau avec dedans une liste de conditions écrites à la main, on a directement une fonction, c'est beaucoup plus pratique. Et surtout, on peut faire des trucs plus riches avec des ou, des et. Par exemple là, eh ben, si j'ai pas de bouée dans ce stockage dans mon robot, ça ne veut pas dire que j'ai pas de bouée dans d'autres. Et actuellement, ça, eh ben, le robot, il ne le savait pas. Donc c'était un peu bête. Donc la condition qu'on va avoir, c'est on va checker chacun des stockages qu'on a dans notre robot. Et si on n'a aucun qui est rempli, alors là, oui, on pourra dire que l'objectif n'est pas possible. Mais si on a qui sont remplis, ben, ça veut dire qu'on peut aller faire des déposes. Donc on aurait tort de se priver. Hop. Là, on a vu que j'ai oublié quelque chose, c'est que les variables, leur valeur est stockée dans .value. Hop. C'est ce qu'on vient de voir quand je suis allé sur robot2020.js. On utilise ça pour pouvoir stocker des informations en plus, comme par exemple savoir le maximum que peut contenir un stockage. Et on pourrait avoir des conditions sur est-ce que c'est au max, est-ce que c'est pas au max. Ça, on le verra d'ailleurs juste après. Donc là, on finit d'écrire notre condition. Si tous les stockages de gobelets sont vides, alors on ne peut pas résoudre l'objectif. On va passer à un autre. Et ça, comment est-ce qu'on va réussir à l'utiliser de notre intelligence? Et bien là, au lieu d'avoir une boucle qui tourne sur les conditions, avec une condition list, un résultat géré, tout ça, et ben on va juste avoir une ligne if goal.condition. Et voilà, on a remplacé tout ce code-là par ça. Et on s'est juste simplifié la vie dans l'écriture. On s'est ajouté de la liberté dans notre langage, parce qu'on peut faire des et, des ou, on peut même aller chercher des choses dans la carte, faire des calculs, on peut tout faire, on est dans une fonction. On a simplifié le code qui est ici. On n'a plus besoin de toute cette partie-là.
Hop. Donc forcément, quand le code est plus succinct, ben c'est très bien. Donc on n'a que des points positifs. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ce schéma. Hop. Et on va le répéter du coup sur les autres. Donc on sait qu'on a une deuxième action de dépose dans le port du bas. Donc on va aller la chercher. Hop. Hop, deposit bottom port. C'est ici. Hop. Et on met à jour le commentaire tant qu'à faire. Et on a exactement la même condition pour celui-là. Si quelque chose est déposable, alors l'action de déposer est possible. Ensuite, on va regarder à quoi ressemblent nos autres conditions. Nos autres objectifs. Donc, start boy, ça récupère les bouées dans les stockages avant du robot, et c'est les bouées qui sont au départ. Ok. Donc, ce qu'on va vouloir, c'est savoir si les stockages à l'avant ne sont pas pleins. Donc, on va prendre... Ah, par exemple, on peut même faire une variable, on est dans une fonction. Donc storage front A, on résout la variable. Pareil pour B. Et du coup, on peut écrire tout simplement, est-ce que storage front A.value est égal à storage front A.max. S'il est rempli, on ne va pas vouloir aller le chercher. Et même plus précisément, étant donné que c'est une action où on récupère forcément les deux gobelets d'un coup, on va vouloir que si l'un ou l'autre des stockages est déjà plein, on ne va pas le chercher. On va attendre qu'il soit vidé par une action de dépose. Donc ici, on va utiliser ce qu'on ne pouvait pas faire avant non plus, un OU. Si l'un des deux stockages avant du robot est plein, alors on ne va pas pouvoir résoudre l'objectif. Et on va continuer sur cette lancée à mettre à jour les autres objectifs. Donc là, par exemple, une fonction qui n'a pas de condition, comme enable lighthouse, elle peut s'exécuter qu'une seule fois. Et bien dans sa condition d'exécution, on va juste dire, vas-y, je return true, tu peux y aller. De toute façon, il n'y a pas de condition pour que tu la réalises. Et on sait déjà que s'il a réussi à l'exécuter au moins une fois, alors l'execution count descendra à 0 et il ne pourra pas la refaire. Donc notre condition, on n'en a pas besoin ici. Là, il va aller récupérer les bouées en haut, et ça c'est dans le stockage latéral du robot. Ok. Donc on crée la petite variable qui résout la variable, le stockage dans le robot. On vérifie que c'est pas au max. Si c'est au max, on est en faux. Donc ça, c'est la version la plus simple. Si on se souvient bien, lorsqu'il va exécuter cet objectif, hop, je reload, il va aussi aller récupérer deux bouées, ces deux-là. Et donc du coup, on ne veut pas juste que ce soit pas au max, parce qu'il n'y a que deux emplacements disponibles dans le stockage side A. Ce qu'on va vouloir, c'est que ce soit à 0, pour qu'on puisse tout mettre dedans. Donc là, on veut que si c'est pas égal à 0, alors on dit non, on ne peut pas faire l'action. Hop. Donc on continue à porter ces modifications. Là, c'est une action similaire, mais dans le stockage qui est de l'autre côté du robot. Donc on met tout simplement à jour la condition.
Ensuite, alors voyons voir. Ok. Donc celui-là, c'est similaire aux deux bouées qu'on va récupérer à l'avant du robot. Donc je vais aller les chercher. On va tout simplement copier la condition. C'est quand il va aller chercher des bouées dans les écueils. Il va stocker deux bouées de l'écueil dans ces deux stockages frontaux. Et du coup, c'est la même condition quand on va récupérer les bouées du départ. On veut que ces stockages ne soient pas pleins. Ici, il est posé dans le port du bas, on a déjà écrit la condition. La manche à air, ben, on n'a pas de condition pour l'exécuter. Nickel. On return true. Et ensuite, on va avoir la deuxième manche à air. Pareil, pas de condition, on return true. Et là, on a quelque chose qui est prêt pour être exécuté. Donc, on va voir si on a tout cassé. Ok, il a l'air de se déplacer comme il faut. Il a activé la bouée. Ok, il récupère les bouées, il active le phare, il récupère plus de bouées. Là, il voit qu'il a des déposes disponibles. Il a déposé toutes ses bouées. Nickel. La première manche à air. La deuxième manche à air. Le petit mouvement qu'il fait pour l'activer. Ensuite, il ne pouvait pas déposer, donc il allait chercher des bouées dans l'écueil. Et maintenant, il voit qu'il peut déposer, donc il va déposer dans ce port-là. Et il a résolu toutes nos actions. Et bien, c'était simple. Quelle belle mise à jour. Ah, ça fait plaisir de voir du code qui fonctionne du premier coup. Alors vous devriez aussi apercevoir quelques modifications sur la carte en elle-même. Vous verrez que dans les carrés qui sont ici, j'ai réduit la taille des carrés des zones nord et sud parce que c'est pas interdit de passer dans la zone nord et sud. On veut juste pas passer complètement au centre. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai réduite un petit peu et ça laisse un peu plus de place pour se déplacer au niveau des manches à air et de l'écueil qui est sur le côté. Du coup, c'est pratique. Et surtout, vous devriez voir que ici, on a la zone d'évitement en rouge autour de chaque rectangle. Mais elle fait plus un angle droit comme avant. Elle fait un petit créneau à cet endroit-là. C'est parce que avant, on étendait juste le rectangle. Du coup, sur les côtés du rectangle, on était à la distance demandée, qui est le rayon du robot. Par contre, sur les coins, on était plus loin, parce qu'on étendait chaque arête du rayon du robot, mais du coup, de coin à coin, eh ben, on avait trop agrandi le rectangle, et du coup, on se privait des endroits sur le terrain dans lesquels, en fait, on pouvait passer, parce qu'on était suffisamment loin de la zone, du composant qui est sur la carte. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté dans la fonction qui calcule la zone d'évitement des rectangles, une condition qui trace le cercle agrandi autour du rectangle, et ça permet d'éjecter les coins qui, eux, dépassent du cercle agrandi. Tout simplement. Et après, ben, libre à nous d'implémenter la stratégie qu'on veut avec ce que notre robot est capable de faire. La prochaine étape, ça va être d'inclure de plus en plus les différents composants du robot. Mais vraiment de les inclure, de plus les simuler, mais de les exécuter vraiment. D'ailleurs, on peut commencer à s'intéresser à ça si on veut. C'est une bonne idée même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer toutes les choses comme le lidar, le bras du robot, la base roulante. Toutes ces choses-là, on va les considérer comme des composants du robot. Et chaque composant va savoir faire des choses.
comme le bras, il va savoir se déplacer, allumer sa pompe pour que sa ventouse aspire et tout ça. La base roulante, eh ben, va savoir rouler. Et ainsi de suite. Et du coup, pour faire ça, si on regarde dans le code, on peut voir qu'on a commencé au moment de l'ajout du lidar. Si je regarde là, je suis dans la classe robot, la classe générique robot, et on voit que j'ai un attribut qui s'appelle modules. Et dedans, j'ai un lidar qui est à nul. Si je regarde dans le robot de l'année 2020, au niveau de son constructeur, ici, j'instancie dans les modules du robot un lidar. Et ce lidar a des fonctions et tout ça. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est ces modules. Ça va être très bien de pouvoir les utiliser dans les différentes actions du robot. Par exemple, là, on va baisser le bras, on va tourner un peu le robot, on va allumer la pompe, tout ça. Très bien. Par contre, ce qui serait génial, c'est de pouvoir, depuis l'interface web qu'on a fait, contrôler directement ces modules. Ça va être très pratique par exemple, quand on va arriver sur une table de jeu et qu'on va vouloir regarder quelle est la bonne position du bras pour faire tomber la manche à air, par exemple. Eh ben, au lieu d'aller dans le code, de modifier la valeur du bras, de relancer l'objectif, et ainsi de suite, eh ben, on aura directement, depuis l'interface, de disponible la fonction qui permet de déplacer le bras comme il faut. Et du coup, on pourra tester des positions directement depuis l'interface et on aura le robot qui réagira. Donc comment on va faire ça? Eh ben, on va prendre les modules qu'on a ici et on va les envoyer en MQTT, en tout cas envoyer une description de ces modules en MQTT pour que l'interface puisse les utiliser. Et en fait, on a déjà fait ça quand on a envoyé les objectifs, quand on a envoyé la carte, ou même les messages de log. On avait déjà des systèmes comme ça, donc ça devrait être relativement simple à rajouter. Donc on va regarder à quoi ça ressemble. Donc là j'ai un module, c'est le lidar. Ok. Comment est-ce que je pourrais l'envoyer? Alors voyons voir, ça c'est le constructeur, je crée. Ok, là j'ai mon robot. Eh ben, pourquoi pas une fonction sendModules? On a déjà send qui envoie la description du robot, avec toutes les variables qui nous intéressent pour l'interface. Et ben on va la dupliquer. sendModules, et elle va être juste chargée d'envoyer les modules du robot. /robot, /modules, par exemple. Pourquoi je ne fais pas ça dans la même fonction de sendRobot? Tout simplement parce que elle, je sais qu'elle va être mise à jour très très souvent, parce qu'il y aura par exemple la position du robot qui est dedans et qui va beaucoup varier. Donc moi ce que je veux faire, c'est éviter, lorsqu'on envoie juste des mises à jour de la position du robot, éviter d'avoir la charge de tous les modules en plus qu'on transmet. Donc dans ce souci d'économiser un peu la bande passante entre notre interface et notre intelligence, on décompose les modules dans un autre envoi sur un autre topic. Donc ça va être très simple. On va avoir la payload qui contient des modules, modules. Ça, c'est la version très simple. Et on peut déjà voir à quoi ça ressemble. Donc, on envoie là-dessus, et c'est des modules. OK, donc on sauvegarde. On va dans notre main.js, donc dans le code de notre interface web.
Et là, on va rajouter un nouvel objet qui sont les modules. Modules. Hop. Est-ce que j'ai besoin de stocker ça dans un autre objet? J'ai pas besoin. Les modules, pour l'instant, ils sont vides. On pense tout de suite, si on veut avoir accès dans l'interface, à les binder pour Vue.js. Donc on donne à Vue notre variable. Et ensuite, eh ben, on va s'abonner au bon topic où ils sont envoyés. Robot /modules. On descend, on descend, on descend. Un peu n'importe où. Hop. Si on reçoit un message dans robot /modules, on récupère le message qui nous a été donné et on assigne les modules avec les nouvelles valeurs qu'on nous a données. Et rien qu'avec ça, c'est déjà disponible dans notre HTML. Maintenant, il faut l'afficher dans le HTML. Donc là, tout ça, c'est ce qui nous permettait d'afficher la carte. Donc les différents éléments comme le robot, le chemin, la zone d'évitement, les composants de la carte. Ici, on a le contrôle, où on a les boutons Start, Stop, Reload. On a la console, où on voit les logs qui défilent. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est de modifier, du coup, si on regarde où est-ce qu'on a la place de les mettre, ce serait plutôt par là. Ici, c'est très très blanc quand même. On a de la place. Surtout que là, c'est zoomé pour le stream, mais il y a vraiment de la place ici. Ok. Donc à quoi ça pourrait ressembler? Donc ici, on a les infos du robot. Ici, on a les gauches. Voyons voir à quoi ça ressemble. Tout ça, on l'a mis dans une colonne qui fait 3 de long. Alors normalement, on a déjà une autre colonne qui fait 5 de large. Donc, ça veut dire qu'il nous reste une colonne de 4 à disposition. Pourquoi 4? Parce que les colonnes, on utilise Bootstrap. Les colonnes représentent... On en a 12 à disposition. Ah bah voilà, elle était déjà là. Donc on va mettre un petit commentaire. C'est les modules. Et comment on va les représenter? Eh ben, un petit peu comme le robot et les objectifs, c'était pas mal. Quelque chose comme ça, avec un titre et des choses à l'intérieur. C'est exactement ce qu'on veut. Donc on va prendre ce qu'on avait fait pour les goals. Hop. Et on va le transposer à nos modules. Donc voyons voir. La colonne, on crée une ligne avec un peu de style, pourquoi pas. On crée une carte. Donc là, on va itérer sur des modules. Hop. Alors, si je dis pas de bêtises, la bonne façon d'itérer dessus d'ailleurs, c'est comme ça, étant donné qu'on n'itère pas sur un tableau, mais sur un objet cette fois. Juste une petite spécificité. Hop. Module. Ça, c'est du style. Hop. Ici, on avait ce qui nous permettait d'afficher la couleur en fonction de la réalisation de l'objectif. Donc, ça ne nous intéresse pas pour les modules. Parfait. Donc là, on a le nom de notre module qui va être affiché. Super.
On n'a pas besoin, runner un module, ça ne veut rien dire, donc on ne va pas utiliser ça. Et ensuite, on avait la liste des actions. Donc ça, on va le commenter pour l'instant, et on va déjà voir ce que ça nous affiche. Idéalement, le nom du module. Alors voyons voir, on va refresh la page. Est-ce qu'on a eu quelque chose? Non. Et c'est normal, parce qu'on a créé une fonction qui nous envoie les modules. Send module, modules d'ailleurs. Mais on n'a pas appelé cette fonction. Ce qui est bien dommage. Donc à notre init, on va envoyer les modules. Là, je reload l'IA. On regarde ce qui s'est passé. Rien qui a l'air de concerner les modules. Ça, c'est nous qui affichons notre carte. Donc on va aller regarder dans notre code. À quel endroit est-ce que la communication ne se fait pas? Donc là, on envoie quelque chose sur robot/modules, très bien. Dans notre main.js, on a modules qui est ici, qui est dispo. On s'abonne à robot/modules. Et si j'ai un topic robot/modules, alors je regarde ce qu'il y a dessus, et je mets join modules. Bon. Et bien on va afficher un message de debug à cet endroit-là, pour voir si on reçoit quelque chose. On rafraîchit la page, on reload l'IA, et on ne reçoit pas. Alors, hop. Pourtant, on appelle bien this.sendModules à l'init du robot. Alors déjà, on a oublié de faire quelque chose. C'est de répéter l'extension ici. Hop. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne reçoit pas notre message? Parce que normalement, quand on fait un reload IA, on devrait l'avoir. Là, c'est notre affichage de la carte qui apparaît. Donc on va continuer d'explorer. Alors déjà, on va hop, peut-être enlever notre affichage de la carte, on n'en a plus besoin. Pareil pour le path. Est-ce que ce serait pas le topic MQTT? Ça me paraît être plutôt bon. Est-ce que ici j'ai des messages d'erreur? Ah, ben elle est là notre réponse. Et ben là notre réponse. Il n'arrive pas à stringifier nos modules parce qu'ils ont l'air d'être cycliques. Et en effet, ils contiennent l'app. L'app, vu qu'elle contient tous les objets, c'est cyclique. Salut Rosalind. Donc, du coup, ça veut dire que nos modules, on ne va pas les envoyer juste comme ça, on va les structurer un petit peu avant de les envoyer. Donc prenons l'exemple d'un des modules qu'on a déjà, le LIDAR. On va se créer une petite fonction qui représente la description du module. Et c'est le résultat de cette fonction qu'on va stringifier pour envoyer à lui. J'étais juste en train de jouer, j'ai pas vu l'heure. Bah t'as bien raison. Donc on crée une petite fonction. Et du coup, on va retourner une description. Donc voyons voir ce qu'on pourrait retourner.
Ce qui serait intéressant, ce serait de retourner les fonctions. Comme ça, on pourrait appeler les fonctions. Donc, functions. Voyons voir ce qui serait intéressant. Bon, j'avoue que leader, c'est pas le plus intéressant, étant donné que c'est qu'on peut pas trop agir dessus. Une fois que c'est lancé, ça fait son travail. Et on n'a pas beaucoup de trucs à lancer à la main dessus. Donc voyons voir. Update measures, pas vraiment le coup. Remove measure non plus. Close. Et bien dans le cas du lidar, on n'aura pas de fonction. Voilà. Tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. On fera un exemple d'un autre module qui aura des fonctions utiles à appeler. Hop. Donc on retourne dans Robot, Send Modules. Et Modules, hop, ça va être un objet. Et pour chaque, du coup, module, on va faire un in. Comme ça, on aura le nom de dispo. Et ben, notre payload.modules, hop, ce sera égal à la description que ça a bien voulu nous donner. À quoi ça ressemble déjà avec ça? Hop. Actualise, F5. Pas beaucoup plus actuellement. Alors, voyons voir. New module. Payload.modules. Est-ce qu'on n'aurait pas créé un nouveau type d'erreur par omission? Get description. On a peut-être fait une typo de l'autre côté. Ah, mais non. Simplement qu'on appelle mal, vu qu'on a fait un in et non pas un off. On n'itère pas de la même façon. On retrouve la clé et non pas l'objet. Donc on va réessayer. Maintenant qu'on a mis à jour. Reload. Ah, il est là notre module LIDAR. Bon, il n'y a rien dedans. C'est pas le plus passionnant de tous, du coup. On va faire un exemple. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir comment on les exécute après. Donc on va se créer un nouveau module. Et en plus, vu que j'ai débranché le leader, il ne le trouve pas. Donc ça va d'ailleurs nous permettre de rajouter la petite sécurité là-dedans. On va checker que le module est bien instancié. Et surtout, qu'il peut nous donner une description. Donc ça, par exemple, là dans le cas où j'ai commenté le leader, on se retrouve avec des modules vides. Par contre ici, ça s'est pas vidé, ça veut dire qu'on a une mise à jour qui est du coup qui fonctionne mal entre... Et non, elle fonctionne bien, mais c'est la façon dont on a écrit. Si on a fait un assign, assign, ce que ça fait, c'est que ça prend tout ce qu'il y a là-dedans et ça le met là-dedans. Mais du coup, ça enlève pas ce qu'il y avait là-dedans avant.
Donc le plus simple, hop, c'est de se créer un petit objet en plus dans l'arbre. Et au lieu de faire un assign, du coup, vu qu'on n'a pas besoin de garder la référence, on va pouvoir faire ça. Il faut juste s'assurer que quand on itère sur les modules ici, on le fasse bien sur le sous-objet. Et du coup, avec ça, 5. Ici, on appelle lidar. On va faire comme si il était de nouveau là. Reload AI. Mais on l'a pas eu. Il est ici, mais il n'est pas là. Donc ça n'a toujours pas marché notre truc. Ça se met pas à jour comme il faut. Alors, c'est le problème de Node, de Vue.js. Pas les plus passionnants. On va voir, New Modules. À quoi ça ressemble? Lidar, Functions, vide. Donc ça c'est bien ce qu'on envoie. Super. Modules pour modules. Bon, on a fait une typo en fait. On a tout simplement fait une typo. Donc on a notre lidar. Je viens ici. Je dis qu'il n'est plus là. Je reload. Il disparaît. Très bien. Super pratique. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nouveau module. Donc on va faire un dossier. Robot modules. Juste là. Donc on va s'ajouter un fichier. On va ajouter un bras, par exemple. On ajoute un bras. Donc, on prend un peu l'exemple du lidar. On recopie notre structure de classe. On a un init. On a du close, voilà. On a tout ça. Et on va tailler dans les valeurs parce que ça ne nous intéresse pas. Hop. Init pour l'instant, on n'a rien dedans. Et close, on n'a rien à close. On ferme notre objet. Voilà, à l'image du lidar. On a une structure de base. Maintenant, imaginons que on a une fonction set joint position. Même une fonction plus simple au début. Enable pump. Voilà. Fonction très simple. Et on va juste la simuler entre guillemets. On va pas faire un console.log quand même, on va faire ça un peu plus proprement. On s'est embêté à faire un système de log. Donc on va vouloir que ça s'affiche dans lui. Console.log. Enabling pump. Très bien, très simple. Code simple, rapide à comprendre. Disable pump. Disabling pump. Facile à comprendre. Et là, du coup, dans notre description, on va lister ces fonctions en plus. Donc on a enable pump. Hop.
on a disable pump. Là, pour l'instant, j'ai mis des crochets vides, simplement parce que c'est des fonctions qui prennent aucun paramètre. Donc, on ne va pas avoir quoi que ce soit à leur donner. Juste ça, ça nous suffit. Donc maintenant, on va aller regarder dans la classe robot. Robot 2020, par exemple. Imaginons que ce soit que lui qui ait un bras. Et bien ici, on va faire un this.modules.arm. On va créer arm. Et on va faire un new arm. Et on lui donne l'app, toujours. Comme ça, il a accès à tout ce dont il a besoin. Hop. Sauf que là, on a oublié de l'importer. Le lidar, on l'a importé, il est juste dessus. On a oublié d'importer le bras. Et du coup, avec le même système que les autres, avec ce qui permet de vider le cache. Et ça va être suffisamment puissant pour que... Là, par exemple, on vient d'ajouter un fichier dans le code, avec un composant à l'intérieur. Et on va même pas avoir besoin de relancer notre programme. C'est vachement pratique. Donc là, on vient de coder tout ça. On vient de créer le fichier ARM. Je relance pas ici. Je viens là, je fais reload. C'est bon, il existe. J'ai même pas relancé le code. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce fonctionnement. Et donc là, ce qui va nous intéresser, c'est de lister les différentes fonctions qui sont accessibles dans notre module. Donc, voyons voir. Alors, je vais volontairement pas l'appeler function, la variable ici, parce que function, c'est un mot du langage. Et même si je pense pas que ça cause de vrais problèmes, je vais éviter de m'en créer en renommant juste différemment ça ici. Donc si dans module.functions, là c'est pas un problème, c'est au pluriel, je prends toutes les func. Ça c'est ce qui permettait d'afficher la couleur de l'objectif en fonction de sa résolution, donc ça dégage. Là pareil, dans la façon dont on va itérer, on va pouvoir récupérer le nom de notre fonction. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Parameters. Component. Hop. À quoi ça pourrait ressembler? Ah oui. Ça, c'est quand on avait un objectif qui avait un composant en paramètre. On l'affichait ici entre parenthèses. Comme ça, au lieu d'avoir juste move, on avait move et l'endroit où ça va move. Dans le cas des fonctions, ça ne va pas nous intéresser. Donc, hop, hop, ça dégage. Et enfin, un bouton run. Donc nous, on va vouloir lancer des fonctions de module. Donc run module function. Pour l'instant, je mets juste ça. On va déjà voir si on arrive à voir les fonctions qui sont listées. Donc, je rafraîchis la page. Ouais, c'est quand même vachement bien. Hein. On a notre module qui est là avec le bras. Enable pump, disable pump. Le truc, c'est que si je clique dessus pour l'instant, il se passe rien. Et vu que j'ai laissé du code d'avant, il m'a même mis un message d'erreur. Nous, on veut que ici, ce soit marqué enabling pump, disabling pump. Ça nous prouve que ça a bien appelé la fonction. Donc pour faire ça, hop, on va aller dans notre main, là où on a nos fonctions. Donc on a déjà run match, run goal,
Donc on va juste ajouter une en plus ici, qui est run module function, qui prend la fonction en entrée. On va demander à l'intelligence d'appeler cette fonction-là, toujours sur contrôle. On passe la fonction. Super. Topic control. Et du coup, dans notre serveur, maintenant, et ben, de la même façon dont on appelait ici les fonctions, et ben, on va appeler les fonctions aussi. Hop. Je check un petit truc. Hop. On est bon. Du coup, si le serveur reçoit une demande pour run module function sur le topic control, alors il va aller chercher dans le robot, dans ses modules, il faut qu'il prenne la fonction correspondante. Donc est-ce qu'on lui a donné le nom de la fonction? On ne lui a pas donné le nom de la fonction. On ne lui a pas donné le nom du module en fait. Donc dans ce module, cette fonction. En fait, on a un conflit de noms là. Hop. Module name, ce sera mieux. Donc le nom de notre module. Le nom de notre fonction. On va juste mettre ça pour l'instant. Module name, func name. Et on continue. Hein. On va pas perdre plus de temps sur les nommages. Hop. Module name, comme ça. Nickel. Ici, on va la lancer. Et dans notre message, on s'attend à avoir le module name. Ok, alors je ne sais pas à quoi était censé ressembler ce code-là, ça ne servait à rien. Pour modules, ici on va prendre le module name, on va chercher le bon module, et dans ce module, on va chercher la bonne fonction. Parenthèse, pour exécuter. Et ben on va voir si ça fait quelque chose. On rafraîchit tout ça, on appuie sur Run. C'est pas passé grand chose. Hein. Ici on n'a pas eu de message. Bon, ça n'a pas dû marcher. Du coup, on revient, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. J'ai un bouton, quand j'appuie dessus, ça appelle Run Module Function. C'est bien comme ça que s'appelle ma fonction. Pareil ici pour la commande. Dedans, je lui donne un module name et un function name. Un module name et un function name. C'est bien ça. Je l'envoie sur contrôle, toute cette payload. Nickel. Et dans mon serveur, this.app.robot, je parcours les modules du robot, le module name, la function name, et j'exécute. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais afficher ici un console.log interne avec
le nom du module et le nom de la fonction, juste pour voir si je reçois bien tout ça. Je clique. Est-ce que j'ai quelque chose qui est apparu ici? Non. Ah, du coup, c'est peut-être ça. On l'a pas vraiment, en fait. Donc, on va afficher quelque chose d'un peu plus générique. Tout le message? Ouais, c'est très générique, ça, c'est très bien. On vient là. 5. Donc, on a déjà eu des trucs qui ont dû passer. On n'a pas eu de trucs qui sont passés. Par sécurité, je vais le relancer quand même. Hop. Et actualise. Ah, reload AI. La voici. Je fais run. Ah bah c'est bon. En fait, les bugs de la dernière fois nous avaient cassé notre processus. Bon, maintenant ça marche. Et quand on appuie sur Enable Pump ou Disable Pump, on a le truc correspondant qui s'exécute. Donc ça veut dire que dans nos modules qui sont ici, on va pouvoir ajouter de plus en plus de fonctions avec des paramètres potentiellement. Et on va pouvoir les exécuter directement depuis l'interface du robot sans avoir à lancer l'objectif correspondant ou à le coder. Par exemple, ce qu'on va pouvoir faire, c'est avec un petit slider ajuster la position du bras du robot. Et grâce à ça, on va pouvoir fine-tuner sa position très facilement depuis l'interface. Bah ça va être un bon résultat, moi. On est revenu sur la mise à jour du lidar. On a mis à jour la façon dont on faisait les conditions dans les objectifs pour avoir quelque chose de bien plus court à écrire, bien plus simple, et plus intuitif, je trouve aussi. Juste du code JavaScript avec des conditions, pas besoin de réinventer un langage en fait. Et on vient d'ajouter une gestion des modules et de réussir à appeler des fonctions qui sont dans ces modules-là, sachant qu'à terme, ce ne sera pas juste un console.log, mais on aura la communication avec le bras qui fera l'action correspondante. D'ailleurs, je vais essayer de... je ne sais pas si j'aurai le temps ce week-end de travailler là-dessus. Mais la prochaine étape, c'est de créer une petite carte avec une petite Arduino, un petit truc très simple, qui va me permettre de faire la conversion entre I2C, parce que le robot communique en I2C à l'intérieur, et série. Comme ça, le PC sur lequel je suis en train de développer pourra communiquer avec toutes les cartes à l'intérieur du robot grâce à la petite conversion série I2C. Et potentiellement, même quand ce sera directement sur le robot, je continuerai à utiliser cette carte parce qu'elle permettra justement de switcher assez rapidement sur l'endroit où s'exécute l'intelligence pour pouvoir faire des tests. Car c'est plus agréable quand même de développer sur le PC que sur le Raspberry Pi. Très clairement. Sinon, est-ce que vous avez des suggestions, des choses à améliorer potentiellement sur l'IA qu'on n'a pas encore mentionné? Je suis ouvert aux propositions, hein. Vous pouvez y aller. Je regarde ce qui se passe un petit peu. Hop. Et sinon, on est sur un bon live, hein. On a fait pas mal de trucs.
On n'a pas été très longtemps, 1 h 30, mais ça nous a suffi à faire des mises à jour très très correctes. Le lidar, les objectifs, une nouvelle partie de l'interface avec des modules. Super pratique. Et du coup, ben, si ça va à tout le monde, si vous n'avez pas de questions, on va tout simplement finir le live. Ça me paraît être un bon résultat. Bon, et ben du coup, je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve sûrement en live la semaine prochaine, si tout va bien. Si j'ai eu le temps de faire la petite carte de conversion, on travaillera directement sur envoyer des commandes aux différents composants du robot. Et sinon, ben, peut-être qu'on fera ensemble ces petites cartes de conversion, hein. Ce sera du code un peu différent, ce sera du code Arduino, très certainement. Peut-être qu'on aura jusqu'à 2 soudures. Je promets rien. Et ça paraîtra mon programme. Bah, du coup, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Je vous dis à une prochaine, sûrement jeudi prochain dans un live. Et jusqu'à là, bah, portez-vous bien. Salut!